Coca-Cola, une entreprise que j'aime bien également. Alors, mais qu'on a toujours trouvé surévaluée. Bon, on va aller assez rapidement. On a plusieurs vidéos sur cette compagnie ici également sur la chaîne. Je pense que j'aime déjà présenter également une autre analyse ici dessus. Donc, croissance ou stabilité des revenus, on a une croissance des revenus. On aime bien ça. Mais comme je l'ai toujours mentionné sur les dernières vidéos, c'est une entreprise qui a changé ici. Parce qu'en fait, de Coca-Cola Company n'embouteille pas. Ils vendent le sirop uniquement aux embouteilleurs. C'est pour ça que quand vous allez voir Coca-Cola, si vous tapez Coca-Cola, vous allez retrouver énormément d'entités qui s'appellent Coca-Cola. Ça, ce sont des embouteilleurs. D'accord? Donc, ils travaillent exclusivement avec Coca-Cola. Donc, ils gèrent essentiellement ici la chaîne, enfin, je ne dirais pas la logistique ici, mais au niveau, ils gèrent essentiellement ici des usines d'embouteillage ici. Et dites-vous que dans ce business-ci, la perception de la valeur de la marque est importante. Donc, c'est-à-dire que de Coca-Cola Company va s'occuper de la publicité. Également, le réseau de distribution est déterminant. C'est même l'avantage concurrentiel, un avantage concurrentiel assez solide également ici. Parce que pour concurrencer du Coca-Cola ici, il va falloir que vous ayez également son réseau de distribution. C'est souvent pour ça que les petites entités ici qui commencent dans ce domaine-là ont tendance ici à nouer des partenariats. Un peu comme vous avez vu le partenariat entre Pepsi et Celsius. Après, une fois qu'ils ont noué ce partenariat-là, les revenus de Celsius ont explosé tout simplement parce que la distribution, le réseau de distribution de Pepsi il est juste énorme. D'accord? Donc, Celsius peut rentrer dans la majeure partie des magasins en très peu de temps, alors que ça leur aurait pris des dizaines et dizaines d'années s'ils devaient construire eux-mêmes leur propre réseau de distribution. Bref, on va continuer ici. Donc, c'est-à-dire quand je vois cette variation des revenus ici, ça ne me dérange pas. Marge brute. Les marges brutes ici sont un peu en retrait. Mais n'oubliez pas qu'il y a eu une période d'inflation ici, donc il y a de la matière première derrière, donc ça coûte un tout petit peu cher. Okay, mais est-ce que les marges EBITDA vont dans le même sens? Non. On a plutôt des marges EBITDA qui ont légèrement augmenté pendant cette période-là. Okay, donc ça peut être intéressant. C'est une entreprise qui est de plus en plus efficiente. Ensuite, net income, free cash flow. Est-ce que les deux parlent le même langage? Oui, les deux parlent le même langage. Okay? Donc, net income pourrait représenter la véritable rentabilité de ce business-ci. En termes de marge, ça donne quoi? On a à peu près quelque chose ici, à vue d'œil, hein, on a sur les 10 dernières années, ce sont des marges à peu près de presque, enfin, prenons les 5, de 23% ici. Okay? Comme je l'ai dit, c'est un business qui a changé. 23%, ce n'est pas très cyclique. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a une évolution en termes au niveau de l'augmentation des marges ici. Okay? Donc, on aime bien ça. Ensuite, le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Il rachète massivement les actions. C'est totalement normal ici. Dette net sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a? On a du 1,8 fois les EBITDA ici. En termes de dette net, en termes de volume, je pense même qu'on a du cash net sur cette compagnie. On a à peu près 26 milliards ici de dette net, ok? Mais je pense qu'on a du cash net sur cette compagnie. Je pense que sur une vidéo précédente, je l'avais déjà démontré ici parce qu'elle a des investissements également ici, donc des équivalents de cash. On va se mettre ici. Voilà. Alors, on a à peu près 3 milliards, on a une quinzaine de milliards à ce niveau-ci. Est-ce qu'on a d'autres investissements ici? Non, ok. Ce sont des investissements ici dans certains embouteilleurs ici qui sont des entités publiques, histoire de garder un tout petit peu le contrôle. Ok? Donc, elle détient des actions dans ces entreprises-là. C'est du cash. Elle peut revendre certaines de ses actions à des moments donnés, mais elle n'a pas l'intention de le faire. C'est pour ça que je dis que cette compagnie n'est vraiment pas endettée. Parce que si vous rajoutez le 19 milliards en question par rapport au cash actuel, ici on a 34 milliards à long terme, plus 5 milliards ici, donc disons qu'on a une quarantaine de milliards. Quand vous prenez ça, moins ça donne à peu près ici 25 milliards. Donc quand on enlève à peu près ces différents investissements, il va peut-être rester un truc comme 4 milliards par là, qui est presque insignifiant ici. Donc on pourrait évaluer cette compagnie sans prendre en considération la dette. D'accord? Donc, revenons donc au niveau de l'évaluation. Le marché paye généralement combien de fois les bénéfices pour ce genre de business-ci? Coca-Cola Company, c'est un business mature, donc on sera aux alentours de, vu la qualité de ce business, on peut être aux alentours de 20 fois les bénéfices grand max. Enfin, si on a une croissance assez élevée, on peut aller à 25 fois. Mais déjà, je vais voir à peu près le marché paie généralement combien de fois les bénéfices pour cette compagnie. Alors, ici, par rapport au PER, on a à peu près combien? Bon, il sera aux alentours de 25 fois les bénéfices. Hein. La perception de valeur de cette compagnie est tout simplement élevée. Alors, on sera à peu près à 23 fois les bénéfices. Bon, pour moi, c'est 25. 10 dernières années, 25 fois les bénéfices. 5 dernières années, 27 fois les bénéfices. Si on prend à peu près le next 12 months par rapport aux 20 dernières années ici, on sera à peu près à 20 fois les bénéfices. Donc, je serai situé entre 20 et 25 fois. Donc, en prenant 25 fois ici, je suis extrêmement optimiste. Et encore à 25 fois, il faut qu'il y ait au moins une croissance attendue pour les années à venir d'au moins 5%. Et je parle de la croissance des bénéfices nets. OK? Donc, on va prendre Coca-Cola Company ici.
Qu'est-ce que ça va nous donner? Historical. Voilà. Donc, si je reste à 25 fois les bénéfices, comme je l'ai dit, je suis assez gentil. Il faut au moins que j'ai une croissance en tout de 5% ici en moyenne. Pourquoi? Parce qu'on est à une croissance de 5% en moyenne des bénéfices nets pour les années à venir. Ça veut dire qu'en date d'aujourd'hui, en réalité, mon PER est plus bas que ça. Surtout si cette croissance-là se réalise. Ok, je paie 25 fois les bénéfices. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on en est N plus 5 ici. Si le prix de l'action ne bouge pas et que les bénéfices nets augmentent uniquement de 5% en moyenne, mon PER va descendre aux alentours de 20 fois les bénéfices. C'est juste ça que ça veut dire. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle quand je prends le 25 fois les bénéfices, c'est uniquement c'est également en attendant une croissance moyenne de 5%. Et si on s'attend à moins que ça, peut-être je devrais à peu près prendre les deux éléments, 20 fois les bénéfices et 25 fois les bénéfices, et me poser la question à savoir est-ce qu'il est judicieux d'y investir au prix actuel. Moi, je dirais généralement, si vous savez que je réfléchis en termes de rendement, donc je prendrais ici le 3,14$ divisé par la capitalisation boursière actuelle, disons à $61, ok? Ça donne à peu près un rendement de 5%. Donc pour moi, je dirais que cette compagnie est correctement évaluée au prix actuel. À 5% ici de rendement, ça veut dire que c'est presque à 20 fois les bénéfices par rapport au prix actuel. Si vous faites ici 3,14 multiplié par 20, vous trouvez quelque chose autour de 60 et poussière. OK? Donc, on sera correctement évalué à 20 fois les bénéfices, qui est mon minimum ici. Et mon maximum, c'est 25 fois les bénéfices. Donc, si le marché déborde jusqu'à $78 ici, pourquoi pas? Donc, quelqu'un qui achète du Coca-Cola ici aujourd'hui n'est pas si fou que ça. Mais maintenant, ça dépend. Est-ce que c'est un rendement qui vous intéresse ou pas? À vous de voir. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. OK? C'est une compagnie assez mature. Tant mieux si on arrive à valoir $78 d'ici 2026. Ça sera un plus. Mais je veux une marge de sécurité un peu plus élevée que ça. Même si c'est un business assez stable. Vous voyez, les analystes ont tendance à avoir raison ici, mais n'oubliez pas que les prévisions également ont tendance à changer. On peut également aller vérifier. Si on s'attendait à 3,18 pour 2026, là on est à 3,14, 3,05 pour 2025, là on est à 3,02, 2,83 pour 2025, là on est à 2,80. Donc rien n'exclut ici qu'on ait moins que ça sur les 6 prochains mois. Donc il faut faire attention. Donc je dirais tout simplement que Coca-Cola est correctement évalué ici. Maintenant, si tu choisis l'acheter au prix actuel, tu ne surpayes pas. Et encore, tu pourras avoir un petit bonus si le marché continue à la valoriser à 25 fois les bénéfices. Mais n'oublie pas qu'en moyenne, ici, on est aux alentours d'une vingtaine de fois ici. OK? En prenant en considération la croissance des 12 prochains mois. OK? Donc, on aime bien ça. OK? Au prix actuel, c'est correct, sans plus. OK? Donc, on a entre 60 et $78. D'accord? Donc, c'est de cette façon-là. Valoriser une entreprise, c'est toujours un intervalle de valeur, selon certaines hypothèses. Donc, 78, c'est l'hypothèse à 25 fois les bénéfices. Et 25 fois les bénéfices devraient justifier également ici d'une croissance des bénéfices nets au moins de 5% par là pour nous permettre ici d'avoir, au moins sur les 5 prochaines années, pour nous permettre au moins d'avoir un 20 fois les bénéfices si le prix de l'action ne change pas et que les bénéfices nets continuent à augmenter. D'accord? Donc, j'espère que vous m'avez suivi. Dans tous les cas de figure, je ne pense pas que quelqu'un surpaye pour du Coca-Cola en date d'aujourd'hui. Ce n'est que mon avis. Du point de vue dividende, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. D'accord? Donc, on peut déjà se situer ici. Ici, maximum, il distribue à peu près 67% ici de ce qu'il gagne ici en dividende. Ce qui veut dire que d'ici 2026, ici, on pourrait s'attendre ici à un dividende d'ici de $2,10. Par rapport au prix actuel, on sera à peu près aux alentours de 3,46%. D'accord? Donc, arrêter d'extrapoler le dividende si on dit oh, c'est une croissance moyenne de 20% sur les années précédentes. Donc, si elle fait la même chose sur les années à venir, on aura à peu près tel pourcentage par rapport au dividende. Non, non, non. C'est le pourcentage des bénéfices nets. C'est la croissance des bénéfices nets qui est importante. Et après ça, vous appliquez un payout ratio moyen. C'est comme ça qu'on fait les choses. Faites pas le contraire. OK? Parce qu'ici, on a une croissance moyenne de 5,7%. Si vous allez remarquer ici, en termes de performance, le dividende ici est en croissance de 7,54%. Il croît plus vite que le bénéfice net. Et si vous appliquez ce ratio-ci pour extrapoler la croissance, en fait, vous allez vous tromper parce qu'à un moment donné, le dividende sera plus la valeur du dividende ici peut dépasser carrément ici la valeur des bénéfices nets. Or, on paye les free cash flow, on paye les dividendes ici avec les free cash flow. Et attention, quand je parle de bénéfices nets ici, moi je parle de free cash flow parce qu'on a comparé les deux. Donc on paye les dividendes ici avec les free cash flow. Donc si je gagne plus, si mon free cash flow est moins élevé que mon dividende, vous pensez que je vais prendre ça où? Je vais m'endetter, je vais mettre de nouvelles actions juste pour payer ce dividende. Donc ça n'a pas de sens. Donc la meilleure façon d'extrapoler le dividende, d'accord, c'est d'extrapoler les bénéfices nets et d'appliquer un payout ratio moyen. C'est tout. C'est pas sorcier. OK? Ici, à vue d'œil, vous pouvez voir que le payout ratio est aux alentours de 70%. À vue d'œil. OK? Imaginons juste que les bénéfices nets doublent sur les 10 prochaines années, admettons.
doublé par rapport à ce qu'on a eu ici. Donc, doublé, ça veut dire si on avait du 2,68 multiplié par 2, ça fait à peu près ici 5,36. Si on a pu quand même multiplier 70% ici en période de ration, on va se dire qu'en année 2033, on exagère bien sûr, par rapport au prix qu'on paie en date d'aujourd'hui, on pourrait s'attendre ici à un dividende aux alentours de 6%. J'ai extrapolé, j'ai doublé le prix de l'action. D'accord, j'ai doublé. Donc, j'ai sous-entendu qu'on aura une croissance on aura 2 fois plus de bénéfices nets ou bien 2 fois plus de free cash flow en 2033. Faites attention. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer ici comment est-ce que vous devez extrapoler le dividende. Je n'ai pas dit qu'elle aura 6% de dividende en 2033. D'accord, ça sera peut-être même moins que ça. Sauf qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise également. Bref, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description de la vidéo, ici, vous avez la top newsletter où je partage également des analyses sectorielles. On a même partagé une analyse sectorielle sur le secteur des boissons. La vidéo est là sur la chaîne. OK? Et également, vous avez la possibilité d'avoir accès aux notes d'analyse jusqu'au 29 du mois de février. Donc, les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences call. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.